Ouais, ouais, j'arrive. Bonsoir. Attendez, on m'a pas mis ma petite bouteille d'eau de conférencier. Attendez. On va se mettre un fond quand même, hein. Genre ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite... Bonsoir. Alors, bienvenue dans cette conférence sur Dragon Age, hein, que j'ai intitulée... qui m'a été demandée par beaucoup de gens, à commencer par moi-même, et qui s'intitule Pourquoi l'univers de Dragon Age vaut-il la peine d'être joué? Entre parenthèses, oui, oui, même le deuxième. Cette conférence va durer entre 20 et 30 minutes. Je prendrai les questions au fur et à mesure si elles sont sur des sujets précis, et puis on pourra évidemment avoir un temps d'échange et de questions à la fin si des interrogations subsistent. Donc là, c'est évidemment ici. Oula, effectivement. Alors attendez, voilà. Moi, dans ma prime jeunesse, hein, quand j'étais jeune et fringant, voilà, quand je lisais des livres et que j'étais intelligent et que j'avais ce pantalon rouge que je n'ai plus, et j'ai beaucoup de regrets. Bonsoir Elti, bonsoir Galagorn. On va démarrer doucement. Pourquoi jouer à Dragon Age? Alors, évidemment, il nous faut commencer par le commencement. J'ai prévu un petit préambule. Qu'est-ce que c'est Dragon Age? Dragon Age, à ce jour, c'est 3 jeux vidéo développés par BioWare. Donc là, je vous ai mis le vieux logo de BioWare. Par BioWare, sous l'égide, à un moment, de EA Games. Nous y reviendrons. Il y a Dragon Age Origins, qui est sorti en 2009. Dragon Age 2, sorti en 2011. Et Dragon Age Inquisition, sorti en 2014. On notera d'ailleurs là aussi, aujourd'hui, je dis aujourd'hui 3 jeux parce que en 2023, Dragon Age Dreadwolf, 4ème opus, à venir. Confirmé, à venir. Ce sont donc pour ces 3 premiers jeux des RPG, qui évoluent au sein du même univers de Dark Heroic Fantasy, à mi-chemin entre les deux genres. BioWare, ils ont pas que Dragon Age Shulkut, c'est un studio qui est réputé aussi pour Baldur's Gate 1 et 2, pour KOTOR, Knight of the Old Republic 1 et 2 également, donc ça c'est un jeu qui se passe dans l'univers Star Wars, et pour la saga Mass Effect, donc 3 autres sagas de jeux que je ne saurais que trop vous conseiller. Baldur's Gate, on est sur du RPG un peu old school à l'ancienne, KOTOR 1 et 2, donc RPG où on incarne un Jedi ou un Sith dans l'univers de Star Wars, mais 3000 ans avant les films, et la saga Mass Effect qui est du space opéra que vous verrez peut-être sur cette chaîne un jour quand je terminerai Dragon Age. La grande spécificité de la trilogie Dragon Age, comparée à d'autres sagas de jeux vidéo, c'est que vous allez pouvoir importer vos sauvegardes entre les jeux et ainsi garder les choix et les quêtes accomplies. Cependant, vous ne jouerez pas le même personnage dans chacun des 3 opus. Vous serez le héros ou la héroïne de Ferelden dans le premier opus, ou une garde des ombres en charge de détruire l'Enclin, une sorte de horde d'orques infectés, un fléau récurrent dans l'univers de Tedas, le continent qui accueille vos aventures. Vous serez Hawke, le héros avec un T de Kirkwall dans le second épisode, un ou une réfugiée de Ferelden qui doit évoluer et faire face à de moultes menaces dans la ville libre de Kirkwall. Et enfin, vous serez le messager ou la messagère d'Andraste dans Dragon Age Inquisition, en charge de mener la lutte contre l'incursion des démons dans l'univers de Tedas. 3 aventures épiques, chacune à leur échelle, chacune avec leurs enjeux et leur galerie de personnages haut en couleur. Toujours dans le préambule, effectivement, cette conférence étant là pour vous donner envie de jouer, pour vous donner un peu les bases de c'est quoi Dragon Age, de vous donner envie de jouer, pourquoi ne pas y jouer? Merci à vous. Bonjour Kushi. Pourquoi ne pas y jouer? Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ne pas y jouer? Ça se trouve, vous allez vous dire, mais non, c'est pas du tout pour moi, c'est même pas la peine que j'y mette les pieds, ça serait tout à fait compréhensible. Alors, vous avez déjà pu constater dans mes premiers propos que je fais de multiples références qui sont sans doute très obscures pour vous si vous n'avez jamais joué à un des 3 jeux. Ce sera mon premier avertissement. Si vous investir dans un univers de jeu, lire, écouter des dialogues ne vous intéresse pas, la saga Dragon Age va vous rebuter dans le sens où elle est très verbeuse
Elle nécessite de lire et de prendre son temps pour saisir la portée de nos actions et pas juste être à taper contre des trucs, contre des barres de vie, quoi. Autre avertissement, il vous faudra également apprécier les systèmes dits classiques de RPG, c'est-à-dire être dans une logique d'optimisation des talents, de statistiques et d'équipements. Cela dit, en mode facile et ou en mode histoire, je crois, voire même un peu en mode normal, vous pouvez un peu passer outre cela et pas être dans une optimisation absolue. Mais dès que vous choisirez de jouer dans une difficulté un peu supérieure, ce sera nécessaire. Enfin, c'est un jeu qui nécessite du temps, de l'investissement pour être apprécié. C'est une histoire solo, un jeu qui se joue et qui se savoure. Jouer en dilettante ou en matant une série à côté, ça risque de vous gâcher le plaisir du jeu parce que vous allez passer à côté de ce qui se passe à votre écran. En creux, à l'inverse, si vous cherchez une saga immersive, une saga narrative, quelque chose qui va vous prendre aux tripes, cette conférence doit vous donner les tenants et aboutissants de cette saga et du coup, les raisons d'y jouer ou plus simplement de mater mes let's play, bien évidemment. Je disais au début, si vous avez des questions, je peux les prendre au fil de l'eau si elles sont vraiment sur des sujets précis qu'on est en train de voir. Et à la fin, je serai dispo s'il y a des questions un peu plus globales. Alors, première partie de cette conférence, qu'est-ce que cela vaut comme objet vidéoludique? Donc là, on va traiter des différentes parties, le gameplay, le level design, VO, doublage, narration. Alors, d'abord, on va le traiter en tant que jeu, en tant que tel donc. Les trois jeux ont pour trait commun d'être des RPG dits tactiques. Pour parler de gameplay en vue à la troisième personne. Vous choisirez une classe, un peu de base dans tout l'univers RPG, c'est-à-dire mage, guerrier ou voleur, et à plus haut niveau, 7 et 14, une espèce de classique niveau 7, niveau 14 spécialisation. Donc ce qui fait que vous pouvez prendre une classe de base, disons voleur, et en faire plutôt un archer, ou plutôt un assassin à double dague. Même chose avec les guerriers, il va y avoir les guerriers offensifs, les templiers, etc. Les mages ont des spécialisations aussi assez particulières. Ainsi, vous incarnez votre héros, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez décider d'être le tank de votre équipe, d'être le healer, d'être le DPS à distance, d'être un guerrier au corps à corps. Vous choisissez. C'est vraiment... on vous impose pas une classe dans Dragon Age. Et c'est plutôt cool. Enfin, c'est assez basique, mais c'est plutôt cool quand même. Parmi une dizaine de compagnons, en plus de vous en choisirez 3 qui vous accompagneront lors des quêtes et des combats. Naturellement, vous essayerez de calibrer un groupe assez équilibré pour mener les combats à bon escient. C'est vrai que vous pouvez aussi choisir d'y aller à 4 mages et de lancer des boules de feu dans la gueule de tout ce qui passe. L'IA est globalement bonne, l'IA alliée globalement bonne, mais vous aurez la possibilité quand même, et heureusement, de commander vous-même, de faire une pause tactique en fait, et de commander vous-même vos personnages, ce qui sur certains passages un peu plus ardus, notamment de combat, est nécessaire. Le jeu, le rythme les jeux alternent tous entre 3 types de phases. Celle dite assez familièrement dans le milieu vidéoludique des hubs, donc un endroit où il n'y a pas vraiment de combat a priori, où vous allez prendre des quêtes, dialoguer avec des PNJ ou avec vos compagnons, acheter, vendre des équipements, crafter si besoin est, vous balader, explorer, cliquer sur des trucs. C'est aussi le cas, cliquer sur les trucs, c'est aussi ce que vous allez faire dans la deuxième type de zone, les zones de quête, qui ont souvent des arcs narratifs locaux qui font avancer ou pas l'histoire principale, et des zones de la quête principale qui sont accessibles de manière unique et qui sont entrecoupées de cinématiques. Là où les zones de quête, vous allez pouvoir revenir dedans, il y a des temps qui vont passer, il y a des mobs qui vont popper, etc. Un format, somme toute, assez classique aujourd'hui, mais il faut le reconnaître, dans la saga Dragon Age, plutôt bien rythmé entre les différentes phases. Vous avez quasiment autant de plaisir à passer du temps dans le hub que dans une zone de quête, que dans une zone de quête principale. Si on suit sur le level design en évoquant les zones, le 2 mis à part, comme pour beaucoup de critiques positives de cette conférence, chaque zone a sa véritable identité, un arc narratif propre et clair, et pour beaucoup, il faut le reconnaître, sa propre faune et flore. Des revenants de Brésiliane, aux Vénatorites de la porte du Ponant en passant par les cultistes de Dars, vous vous souviendrez, je pense, assez longtemps des épreuves traversées, et vous aurez plaisir quand les lieux et personnes rencontrées au fur et à mesure de votre aventure seront évoqués. BioWare a une vision assez couloir des cartes, même si beaucoup de zones sont propices à l'exploration, et c'est au service de la narration en fait qu'est fait le level design. Chaque carte, bâtiment, vous raconte une histoire et vous apporte des connaissances nécessaires au monde de Tédas. Et pour les amoureux et les amoureuses de la complétion, ces cartes ont toutes moult secrets d'exploration et de quêtes à vous révéler. Certaines mauvaises langues parleront d'upi-softisation dans Dragon Age Acquisition. À titre personnel, je trouve ça ni incohérent, ni rédhibitoire. C'est pas chiant de voir j'ai 20 points sur ma map, il va falloir cliquer sur les 20 points.
Au final, ça se fait assez bien, c'est pas sur des zones démesurées, c'est assez agréable à faire. Voilà. Salut Néron. Si on aborde un autre point assez positif en termes de qualité vidéoludique, c'est la BO et les doublages. Un point très fort et très marquant, toujours pas dans le 2. La qualité des BO, là je n'en ai pas mis parce que j'aurais pu en mettre, c'est vrai que je l'ai pas fait. La qualité des BO, notamment du 1 et du 3 particulièrement, est vraiment agréable en termes de musique d'ambiance, musique de combat, thèmes de personnages qui reviennent et tout, c'est vraiment cool. Et le doublage est vraiment un des très très gros points forts. On a vraiment des grands noms du doublage français qui ont œuvré dans la saga, et c'est tant mieux au vu de la quantité de dialogues qu'il y a. Vous vous surprendrez souvent à vous dire tiens, c'est la VF de Al Pacino et d'autres références sur le fur et à mesure de mes aventures. EA Games ne me paye pas pour ce stream, et c'est bien dommage. Je pense qu'ils ont vu le let's play Dragon Age 2, ils ont vu à quel point je leur ai chié dans le cou, et du coup je suis baniste. Enfin, il s'agit du sujet de la narration. On est dans un RPG, les graphismes, datés un peu dans Dragon Age Origins, moyen dans le 2 et tout à fait agréable dans l'Inquisition, importent peu au final. On pourrait même se satisfaire d'un gameplay médiocre, d'HUD peu lisible et j'en passe, tant que la narration se révèle somptueuse. Pour digresser, c'est pour ça que je défends toujours bec et ongle le jeu The Witcher 1. Le jeu est moche, le gameplay est raide, peu lisible, peu agréable, les menus sont dégueulasses, le craft est infect, les quêtes secondaires sont en partie chiantes comme la pluie. Cependant, l'histoire, la narration sont exceptionnellement bien ciselées. Il y a des plot twists, des moments de bravoure, de l'horreur, des choix cornéliens, des personnages qui vous marquent, des personnages qui décèdent, des personnages qui reviennent à la vie, voilà, tout y est. Vous faites fi du reste tant que ça vous prend aux tripes. Par analogie, il en va de même pour Dragon Age à un degré supérieur, toujours pas pour l'épisode 2. Tous les événements du gameplay, vous l'avez vu, servent la narration, du level design, au doublage, en passant par les combats ou les non-combats, ce qui relève de vos choix. Car oui, la narration, vous en êtes partie prenante dans Dragon Age. Vous résolvez bon nombre de conflits et faites des choix, et parfois, ces choix n'ont pas l'issue escomptée. Affronter un démon ayant possédé un chef de village vous voudra lire de ce dernier. Requérir de l'aide extérieure pour un exorcisme coûtera la vie de nombreux villageois. L'histoire, c'est aussi, et surtout vous, qui la ferez, et c'est d'ailleurs le cœur du jeu, le cœur du gameplay de Dragon Age, c'est le choix. Voilà pour conclure cette première partie. Donc, globalement, c'est un... En tant que techniquement, comme jeu vidéo, comme RPG, ça coche les cases, quoi. Ça coche même plus que bien les cases. Hop. Ma deuxième partie, elle va être autour voilà, de ce que je vais défendre dans Dragon Age, et ce qui en fait une de ses qualités, c'est en quoi je vais essayer de vous expliquer pourquoi pour moi c'est un univers vivant, organique, cohérent, au travers de 3 entrées, le lore, les personnages et ce qu'on appelle le headcanon. Rends l'argent, mais j'ai pas d'argent, Néron, à rendre. J'aimerais bien avoir de l'argent à te donner, mais je n'ai pas d'argent à rendre. On va démarrer par le codex, qui est un peu running gag, enfin moi en stream. C'est le codex. Qu'est-ce que c'est le codex? C'est une sorte d'encyclopédie de l'univers de Dragon Age, qui est propre à chaque jeu, mais qui partage des éléments communs et divisé en différents thèmes. Les personnages notables, les créatures, l'histoire, les religions, les matériaux, les zones, etc. C'est eux qui ont d'ailleurs un tant soit peu suivi mon let's play, savent mon amour du codex. J'ai d'ailleurs accordé une lecture quasi exhaustive en 2 streams à l'issue de la fin de Dragon Age Origins, que je vous invite à aller voir pour vous endormir. C'est une mécanique qu'on retrouve, le codex, c'est une mécanique qu'on retrouve aussi dans Mass Effect et sous d'autres formes dans d'autres RPG. Le codex de Dragon Age a ceci de particulier qu'il n'est pas, à proprement parler, un wiki ou des entrées et des textes méta sur des éléments du jeu. Voilà. Dans le jeu, on passe son temps à trouver des entrées de codex, que ce soit en interagissant avec des éléments, des lettres, des livres, des fresques. Tac, bravo pour le 2e mois d'abonnement bancaire. Des lèvres, des lignes fresques, et en complétant. Voilà, on trouve aussi des entrées de codex, je vais reprendre en complétant des quêtes, en tuant des créatures du bestiaire, ou en rencontrant des personnages. Les entrées qu'on trouve dès lors sont des extraits de livres, des poèmes, des courriers, des rapports militaires, des rapports d'espions, des légendes écrites. C'est pour ça que la lecture en est intéressante. On enrichit sa connaissance de l'univers tout en rencontrant des personnages via leurs écrits. C'est comme lire des extraits de romans, de bouquins, de documentaires, etc. Mention spéciale, par exemple, au texte du frère Genitivy, un vrai Indiana Jones de la loue. C'est qui Kerv? Kerv, c'est un de nos streamers là, qui parfois est là. Quand il n'est pas en retard. Le codex de Dragon Age, c'est presque plus au final une bibliothèque de courtes histoires qui vous éclaire sur où vous êtes, ce que vous faites, pourquoi parfois certains personnages agissent comme ils le font, et surtout pour vous faire comprendre que la menace majeure dans Dragon Age, c'est les démons bordel de merde. Ça, c'est vraiment au bout d'un moment, vous lisez toutes les entrées de codex, vous dites ah oui, en fait, le problème, ça c'est les démons, ça c'est les démons, ça c'est les. L'impression que l'univers, la méchanceté tourne autour des démons, pauvres petits êtres
incompris. Effectivement, Kerv est souvent plus là que Zrif. Touché coulé pour le streamer du Sud. Pour évoquer rapidement, enfin pas du tout, pour évoquer d'ailleurs un peu, en essayant d'aborder un peu le max, la géopolitique et l'histoire, je le disais au début de la conférence, l'univers de Dragon Age est à mi-chemin entre l'heroic fantasy, très classique de Tolkien, et la dark fantasy. Dark fantasy, pour vous en citer un exemple, The Witcher de Sapkowski, ou la saga de la Compagnie Noire, c'est de la dark fantasy. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus réaliste, plus mature, plus sombre, où il n'y a pas une espèce de ce qu'on appelle la plot armor sur tous les personnages. Ainsi, les bases donc, de Dragon Age vont parler à toutes les personnes qui sont familières de ces types d'univers. Les elfes vivent en partie dans la forêt, sont empreints de mysticisme. Les nains vivent sous terre, les humains sont ambitieux et vivent comme au Moyen-Âge. Il y a des magiciens, des dragons, etc. Mais vous serez surpris assez agréablement par la maturité du coup des intrigues et des personnages. Il y a très peu de méchants absolus et de gentils absolus. Les personnages sont souvent assez gris dans leur morale, dans leur choix et dans leur histoire. On assiste à des morts assez brutales de personnages majeurs, à des choix parfois cornéliens que vous aurez à faire, et des catastrophes pour le coup inévitables, quels que soient vos choix. Si on fait un rapide état des lieux, enfin un état des lieux par race et par faction, un peu pour vous brosser le portrait de qu'est-ce qui vous attend dans Dragon Age. Vous avez les humains, donc un peu la race principale, un peu comme d'hab. Je mets principal parce que c'est compliqué de dire s'ils sont plus nombreux que les autres. Bref, ils sont plus nombreux que les elfes, c'est sûr, les nains sans doute aussi. Donc oui, mais les Kunari, on le verra après, c'est pas évident. Les humains, donc, ils sont répartis en plusieurs royaumes féodaux. Ferelden, qui est l'équivalent de l'Angleterre, qui a été libéré du joug d'Orlaïs 20 ans avant Dragon Age 1 et qui est dirigé par un roi qui est nommé par un conclave de famille noble. Voilà. Donc on a Orlaïs, un deuxième royaume, qui est plutôt un empire d'ailleurs, l'équivalent de la France, qui est dirigé par l'impératrice Sélène, à la cour de laquelle sévit ce qu'on appelle le noble jeu. C'est-à-dire qu'il y a en permanence à Orlaïs des assassinats, des espionnages, des complots pour être les nobles les plus influents de la cour. On trouve aussi Tevinter, un empire dictatorial dirigé par des mages, des méchants, alors je parle bien, des méchants esclavagistes, pratiquant la magie du sang. En fait, c'est des méchants, esclavagistes, voilà. Des méchants, entre guillemets, parce que tous les Tevintides ne sont pas des salopards, mais c'est quand même un empire qui pratique l'esclavagisme, qui pratique la magie du sang de manière outrancière. Magie du sang, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est, mais effectivement, comme son nom l'indique, c'est pas ouf en termes de pratique. Et Orlaïs et Ferelden étaient d'ailleurs deux royaumes soumis à cet empire avant et s'en sont libérés. On notera d'autres cités aux royaumes libres humains, Kirkwall, Nevarra, Antiva, de moindre importance, mais avec une identité propre. Ça, c'est pour le cadre des humains. Les elfes, quant à eux, ont perdu leur immortalité quand ils ont perdu leur dieu, trompés par Fenarel. Fenarel qui est une semi-divinité elfe qui a en fait enfermé les dieux hors du monde. Bonsoir Kermisha. Les elfes ont également été décimés par les humains lors de l'arrivée de ceux-ci en Tédas, réduits en esclavage par Tevinter, et aujourd'hui, ils sont mis dans des ghettos appelés baccloîtres dans les cités humaines, au sein desquels ils sont souvent relégués comme citoyens de seconde zone quand ils ne sont pas maltraités, humiliés ou exploités. Une autre grande partie des elfes se nomme les Dalassiens et vivent en caravane itinérante sous l'égide d'archivistes, souvent des puissants mages, et ils perpétuent les traditions en cherchant à garder la mémoire, voire à restaurer leur gloire passée. Ils ont une haine assez viscérale des humains quand même, il faut le dire, ce qui peut se comprendre vu de l'histoire globale des elfes. Les nains, quant à eux, c'est les gitans, alors j'ai pas le truc du follow, mais merci pour le follow, je ne sais pas qui. Je suis désolé, j'ai pas mis l'alerte follow là. Oupsie, comme on dit. On retrouvera dans les logs et on s'excusera platement. N'hésitez pas à mettre un message dans le chat, ceux qui viennent s'abonner. Voilà. Donc je disais, les nains, quant à elles et eux, vivent sous terre au royaume d'Orzamar. Donc c'est une civilisation qui est clairement sur le déclin en raison des enclins et des engences, dont je parle un peu après, qui infestent leurs anciens tegs et cités. Leur société est séparée pour eux en castes de manière héréditaire par le même sexe. Il y a la caste des nobles, la caste des parias, des forgerons, des marchands, etc. Donc si, par exemple, vous... Merci du follow, les noirs, on les tue, ok. Merci Kushi de ta vigilance. Par exemple, vous êtes un garçon, votre papa est un forgeron, votre maman est une noble chez les nains, et bah, vu que vous êtes un garçon, votre papa est un forgeron, vous serez forgeron. Votre sœur, elle sera
elle sera noble, c'est ça dans mon exemple. Voilà. Ce qui doit créer des complications familiales de temps à autre. Les nains qui quittent Orzammar perdent leur caste et deviennent des surfaciens. On pourrait penser que c'est un peu une espèce d'exil, mais en même temps, les nains ont besoin des surfaciens parce que c'est les surfaciens qui assurent les échanges commerciaux avec la surface. Et sans pognon, pas de pognon. La 4e race de Tedas, c'est les Kunari, une race très mystérieuse. Je vous ai pas mis d'image, mais en fait, ils ressemblent à... C'est des humanoïdes plus grands que toutes les autres races, souvent assez costauds, à la peau grise et souvent avec des cornes de différentes formes. Merci Zrif, c'est gentil. Donc c'est une race très mystérieuse et qui sont guidées par les lois du Kun. Et le Kun, c'est une philosophie / religion, c'est pas évident à définir, qui a des préceptes, donc a des textes écrits, etc. Et qui gomme les individualités pour mettre les personnes au service absolu de la communauté selon leurs compétences. Ils sont aussi, c'est une race qui est dépositaire d'une technologie plus avancée que le reste de Tedas. Poudre à canon, armes à feu, jamais vraiment vu en jeu, mais on sait qu'ils en ont. Et je me permets de faire la précision on appelle cette race Kunari, et c'est un peu une... Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le vrai nom de leur race. Eux-mêmes ne le donnent pas. Et en fait, un Kunari, c'est quelqu'un qui suit le Kun. Donc si par exemple, moi je suis un humain qui rejoint le Kun, c'est-à-dire qui me met à appliquer les préceptes du Kun et qui vit dans le Kun, je deviendrai, à leurs yeux, je serai un Kunari. J'aurai ce mot-là. Et eux n'ont pas cédé aux autres civilisations le nom de leur race. Mais c'est comme ça qu'on les appelle. Si on passe, je voudrais parler de 2 factions avant de continuer en plus des races. D'abord les gardes des ombres, parce que ça me permet de vous parler des enclins. Les gardes des ombres, ils sont au cœur de l'intrigue de Dragon Age Origins. Et les gardes des ombres, c'est un ordre mystique et ancien qui est chargé de lutter contre les enclins. Alors les enclins, c'est des épisodes... Voilà. Avant de parler des enclins, il y a dans Tedas, en tout cas en bas, des engences, des êtres vivants corrompus par ce qu'on appelle la souillure, donc ils sont devenus difformes, qui mangent les humains et qui contaminent, ils mangent les humains, des elfes et nains, ils mangent les autres êtres vivants, et qui contaminent les autres êtres vivants par leur sang. Si vous êtes contaminé par le sang d'une engeance, du sang, là, vous ingérez du sang, etc. Ou ici, il y a le fait que la souillure se propage comme ça. Soit vous devenez une engeance vous-même, soit vous juste décédez. En fait, vous devenez fou et vous décédez. Ils vivent d'ordinaire d'ailleurs dans les tréfonds, donc en dessous des cités naines. Mais des archidémons viennent de manière irrégulière guider ces engences pour détruire le monde. C'est ça qu'on appelle les enclins. C'est quand un archidémon vient guider cette horde un peu qui n'a pas de leader, etc., pour la mener à la surface et tenter de détruire toutes les autres races. Le dernier enclin, qui était le 4e, a lieu 400 ans avant Dragon Age Origins. Je vais pas m'étendre sur c'est quoi un archidémon, mais c'est des êtres surpuissants qui ont tenté de défier Dieu il y a plus de 1000 ans et qui ont été corrompus et transformés en archidémon par leur déchéance. Grosso modo, dites-vous que c'est ça. Je vous invite à creuser plus si ce pan-là vous intéresse. La dernière faction dont il faut parler, parce qu'elle est au cœur même de pas mal de choses, ce sont les mages dans Dragon Age, qui tirent eux leur puissance de l'immatériel. En fait, ils ont une connexion innée. La Kishta, Marcel. Les mages ont une connexion innée avec le monde des démons, qu'on appelle l'immatériel, et c'est de là qu'ils tirent leur puissance magique. Socialement, ils sont soumis à la chanterie, qui est l'équivalent de la religion catholique dans Tedas, et ils sont enfermés, c'est le mot, dans ce qu'on appelle des cercles de mages. Donc en fait c'est des bâtiments qu'on appelle des cercles, c'est à la fois c'est des académies magiques et en même temps c'est des prisons, pour éviter justement toute infiltration du monde par les démons, et ils ne sortent en fait de cette tour qu'une fois qu'ils sont expérimentés et missionnés de manière précise. Ils sont gardés par les Templiers, des soldats rompus à la lutte contre les mages, drogués au lyrium, ce qui leur permet de résister fortement au sort. Lyrium, c'est un minéral qu'on trouve dans les tréfonds et qui est l'équivalent qui permet de faire des potions de mana. C'est vraiment ça. Lyrium, c'est un minéral magique qui permet de recharger son mana. Voilà. J'ai fait qu'effleurer la surface de ces différents groupes, mais vous aurez pu, j'espère, constater l'apparente profondeur de chacun. Ça, c'était pour les grands groupes. Ce qui rend l'univers vivant, organique, cohérent, c'est aussi les personnages. On a des personnages extrêmement attachants, en fait c'est les individus plus que les groupes qui vont vous marquer. Vous aurez des compagnons, je le disais au début, qui vous accompagneront dans vos aventures, qui soutiendront ou pas vos décisions, ils commenteront, ils interagiront entre eux, vous pourrez même entamer une romance avec l'un ou l'une d'entre eux si le cœur vous en dit. C'est toujours évidemment qui je vais baiser, la grande question que se pose toujours un joueur de Mass Effect.
chaque compagnon a son arc, son passé, son but, ses quêtes à lui, ses quêtes secondaires que vous allez faire. Certains vous laisseront de marbre parce qu'ils vous marqueront pas et vous les laisserez dans leur coin. Et certains deviendront vos meilleurs amis, prêts à mourir. Et elles vous feront rire, pleurer, seront votre confort, votre soutien émotionnel dans cette longue aventure parce que sauver le monde en solitaire c'est grisant, mais c'est profondément déprimant. Il y a évidemment aussi une myriade de personnages non joueurs et non compagnons qui vous marqueront, que vous aimerez détester, que vous devrez tuer, que vous pourrez épargner. Et c'est eux qui étaient vos alliés dans le premier jeu, pourraient se retourner contre votre personnage dans le troisième opus. Extrêmement frustrant, n'est-il pas? Enfin, ce qui va rendre encore plus l'univers définitivement organique, vivant, c'est ce qu'on appelle le headcanon. Le headcanon, c'est un truc qui est très bien connu par les redditors et les redditeuses. Ce qu'on appelle un headcanon dans un jeu vidéo et dans des œuvres de fiction, c'est le canon dans votre tête, pour la traduction littérale. Une histoire canonique, il y a par exemple, si je prends l'univers de Star Wars, aujourd'hui Disney a créé une histoire, a mis de côté des BD, des œuvres précédentes, en disant l'univers canonique de Star Wars c'est ça. Ces films-là font partie de l'univers canonique. C'est-à-dire que on pourrait dire ah oui mais Luke Skywalker dans machin il devient un Sith, ils te répondront c'est un univers parallèle etc. parce que c'est pas canonique. Et il n'y a pas de bible canonique de Dragon Age à proprement parler parce que comme je disais c'est un jeu où vous allez faire vos choix, tuer des gens ou pas, donc c'est compliqué entre deux joueurs, le canon sera pas le même. C'est pour ça qu'en fait pour chaque joueur il y a un canon en fait. Le head canon devient le canon. La façon dont vous avez votre aventure, bah ça en fait l'univers canonique de toutes vos sagas à vous, parce que c'est comme ça que c'est chez vous. C'est votre histoire, c'est vos personnages, c'est vos choix. L'univers que vous allez générer va être sensiblement unique, parce que vous incarnez aussi vos personnages et votre vision d'eux comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous mettre dans votre tête, vous êtes un orphelin en quête d'aventure, etc. Et vous êtes un brutal sanguinaire, et vous devez vous réfréner parce que vous devez quand même être un héros. Et vous échangerez sans doute avec d'autres joueurs et joueuses qui ont joué au jeu et qui ont fait les mêmes choix majeurs que vous, mais impossible de dire que vos deux parties sont les mêmes, parce que est-ce que cette personne a choisi la ligne de dialogue qui lui permet de coucher avec deux cochards, cette espèce de petits cochons à Denerim? Est-ce que cette personne a appelé son cheval Motoche? Pas sûr, ce qui rend votre partie à vous unique. Voilà. 3 jeux, 3 ambiances pour cette dernière partie. Il n'y a réellement aucun choix qui est incohérent d'un jeu à l'autre si on le considère canon. Non, parce que ce qui en fait de la complexité de développement, mais mettons, tu tues un personnage dans le 1, vu que t'importes ta sauvegarde, ce personnage, s'il devait être sur certaines quêtes secondaires ou pas, s'il devait permettre de débloquer certaines quêtes secondaires ou pas, il n'y sera pas. En fait, la force du truc, c'est que les choix qu'on fait ont vraiment ont des impacts sur l'univers en entier. Mais l'intelligence des développeurs, c'est de délocaliser un peu ou d'éloigner des zones des jeux précédents pour éviter que tous les joueurs se disent ah oui mais attends moi j'avais bougé ce caillou et là il y a encore quoi. Donc ça reste assez costaud. Après il y a vraiment des choix majeurs que tu vois, que tu as fait et qui sont présents dans le codex à la fin, des personnages que tu vois revenir, etc. Et du coup il n'y a pas de choix incohérent parce qu'en fait tes choix sont gardés et inclus dans l'univers. Là, ce qui a rendu notamment Dragon Age 4 long à développer, mais parce qu'en fait ils bossent les ramifications. Et bosser les ramifications, c'est bosser toutes les ramifications, ça prend un peu de temps. Par exemple, hashtag spoiler, le personnage du 2 revient dans le 3 et l'import du 2 vers le 3 était assez simple, donc tu pouvais importer tu peux importer le physique de ton personnage parce que tu customes ton personnage. Du 2 vers le 3, il te le propose. Il te propose pas du 1 vers le 3, pourquoi? Parce que le 1 était développé bien avant, ce qui fait que le personnage du 1, il peut ou pas, sans spoiler, être en vie pendant les épisodes. Le personnage du 1, il peut être en vie ou non dans Dragon Age Inquisition, mais tu peux avoir des infos, des lettres de lui, savoir à peu près où il est ou pas. Mais tu le verras pas parce qu'en fait l'import physique, enfin les moteurs et les graphiques étaient trop compliqués pour importer physiquement le modèle du personnage du 1. Voilà. Mais il est quand même présent. Je connais que Witcher 2 à 3 avec ce truc similaire. Ouais. Witcher 2 à 3. Bah c'est un peu la marque de fabrique quand même des jeux. Enfin des deux sagas de BioWare. T'as la même mécanique de Mass Effect. Et dans Mass Effect, c'est comme Dragon Age, il y a vraiment. Alors pour le coup, c'est peut-être plus encore que Dragon Age, parce que dans Mass Effect, tu vas vraiment avoir un choix qui te paraît. Enfin, la mort d'un personnage
ou non, dans le 1, va influencer le destin d'une planète entière dans le 3. Voilà. T'as moins ce genre de choix majeur dans Dragon Age, quoique. Et Mass Effect, t'as raison, Mass Effect, tu joues le même personnage. La différence de Mass Effect, c'est que tu joues le même personnage sur les 3. Là où Dragon Age, mais ce que j'aime bien, du coup, Dragon Age justifie le fait que si tu joues le même personnage tous les 3, il faudrait justifier le pourquoi quand j'étais niveau 20 full armure, je me retrouvais à poil dans le 2. Mais comme tu joues un nouveau personnage à chaque fois, tu le fais évoluer, monter, etc. En parlant des jeux, vu qu'on est dedans, voilà, j'espère que vous appréciez les petites citations que j'ai trouvées sur le net, évidemment. Je vous propose un avis un peu synthétique sur chaque jeu. Et évidemment, après, je vous recommande de jouer au 3 et d'y jouer dans l'ordre. C'est quand même mieux. Voilà, enfin, l'idée c'est un peu de cerner l'essence et l'intérêt de chaque jeu. J'ai pas de recommandation de niveau de difficulté. Je l'ai dit juste avant, c'est votre jeu. Si vous avez envie d'y jouer en mode histoire, parce que vous startez des combats, ça vous intéresse pas, bah jouez en mode histoire et appréciez l'histoire, quoi, faites-vous plaisir. Et en l'inverse, si vous voulez vous tabasser la tête contre des murs sur des combats, parce que vous faites one shot toute votre team, que vous avez activé le friendly fire de vos mages et qu'une boule de feu de votre mage tue votre guerrier à l'avant, bah faites-vous plaisir et jouez en difficulté max, quoi. Dragon Age Origins requiert, pour commencer par Dragon Age Origins, ça requiert pour ces combats un peu de doigté, un peu de patience à partir du mode normal. C'est le Dragon Age qui des trois est le plus vintage, le plus old school. On est vraiment sur un héritier digne de Baldur's Gate. C'est un Dragon Age, c'est sans doute le plus exigeant des trois, et qui vous perdra si vous suivez pas un peu les dialogues et les intrigues, parce que il y a quand même beaucoup de secrets, de mécaniques, de choix et d'interactions qui sont pas évidentes au premier abord du jeu. Comprendre que vous pouvez gagner une partie de poker juste parce qu'il y a spécifiquement un de vos compagnons qui est avec vous, faut le voir venir quand même. Sans indication et indice évidemment. Mais c'est aussi des trois le plus efficace. Vous êtes un garde des ombres, le 5e enclin est là, trouvez des alliés, sauvez le monde. C'est-à-dire c'est vraiment une espèce de classique RPG en termes de... Voilà, trouve des alliés, sauve le monde. Bam. Vraiment l'analogie que je fais souvent, c'est que la comparaison, c'est que Dragon Age Origins, c'est le même plot que Mass Effect 3. Mass Effect 3, il faut trouver des alliés, sauver la galaxie. Voilà. C'est vraiment la même chose. Avec une notion avec dans les deux cas une notion d'urgence plus forte dans sans doute de Mass Effect. En tant que première entrée dans l'univers, Dragon Age Origins, c'est celui qui est le plus varié en termes de découverte, de factions et de groupes rencontrés. Là où les jeux suivants vont se focaliser sur des éléments spécifiques et les approfondir, les mages et les templiers, les Kunari pour le 2, dans le 3 la chanterie et les démons. Donc je disais, voilà, c'était la fin de ma phrase, hein. Les autres sont plus focus. C'est aussi Dragon Age Origins le moins linéaire et le plus permissif. En fait, tout le jeu s'adapte. Il n'y a pas de zone de niveau 1 à 5, 5 à 10, 10 à 15. Tout le jeu s'adapte en permanence à votre niveau en termes de difficulté. Ce qui fait que, en fait, au début, vous avez quand même un prologue obligatoire. Et on va vous dire, bah en fait, tu peux aller là, là, là et là. Il faut aller voir un tel. Et tu choisis. Tu choisis, en fait, il y a 4 ou 5 grands arcs dans l'histoire. Et en fait, tu choisis l'ordre dans lequel tu veux les faire. Voilà, quand on refait le jeu, en fait, on va choisir les arcs où on sait qu'on débloque les compagnons qu'on veut. Mais au début, c'est vrai que c'est un peu à l'aventure compagnon, quoi. Petite mention spéciale pour le 1, d'ailleurs, en parlant de chapitrage, à quelque chose qui n'est pas revenu dans le 2 et le 3, parce que ça inclut un travail de développement un peu supplémentaire. Il y a une introduction spécifique à chaque origine. Vous jouez un mage, vous démarrez dans une tour des mages, et vous avez un chapitre de 2 heures dans la tour des mages. C'est ce qu'on a fait dans le let's play. Les elfes vont démarrer soit dans la forêt, soit dans un bas cloître, et ils vont avoir chacun leur arc narratif. Les nains, vous allez être soit paria, soit noble, 2 intros différentes, etc. C'est un sens du détail assez immersif et remarquable, et qui n'a pas été reproduit pour des raisons d'économie d'argent, parce que ça veut dire débloquer des niveaux, enfin vous débloquez des niveaux qui sont pas pour tous les joueurs, quoi. Ça c'est marrant. Ça s'appelle EA Games, garde ton pognon près de toi. Dragon Age 2, l'enfant bâtard de la saga, il lui manque 1 an de développement et ça se sent. C'est un jeu qui est sorti après le rachat de BioWare par EA Games et il le paye durement. Parenthèse là-dessus, j'ai pas de... J'en parlais, j'ai pas de... Il y a des... Enfin, c'est-à-dire que... Il y a des sources assez... Enfin, il y a des insights assez sûrs, mais il n'y a pas de source définie que c'est comme ça, mais... En fait, le studio, quand EA Games a racheté BioWare, ils ont racheté les droits de BioWare, donc ils ont pu appeler des studios BioWare machin, genre BioWare Canada, BioWare Montélimar, je sais pas quoi.
Et c'est pas la même équipe en fait. L'équipe du 2. L'équipe du 2 est pas la même que le 1 et le 3, un parti. Un peu de scénario aussi pour les différents départs, parce que c'est quand même spécifique le start d'Inquisition, je me souviens. Et bah en fait, le start de. Dans Dragon Age 2 et Dragon Age Inquisition, quelle que soit ta race et ta classe, tu as le même départ. Tu as le même niveau introductif. Alors que dans Dragon Age Origins, en fonction de ta race et de ta classe, je crois qu'il y a 6 ou il y a entre 6 et 8 scénarios de départ en fait. Effectivement, la majorité des joueurs jouent une fois à un jeu, très peu c'est appelé 8 quoi, sauf les hardcore. Moi j'ai fait le 8 par exemple, parce que j'ai le jeu depuis longtemps, que j'ai beaucoup joué etc. Mais faut le vouloir, enfin faut le vouloir, c'est un peu de temps à mettre. Donc non, il n'y a pas de... Il y a toujours un scénario, il y a toujours un prologue, mais je veux dire dans le 3 parce que scénario oblige, non Oh non, t'aurais... Non, en fait, on pourrait... En fait, en plus, dans le 3... Dans le 3, en gros, au début, il y a un conclave entre les mages et les templiers. En fonction de la race et de la race que tu choisis, donc, il t'explique pourquoi t'es là et pour quelle raison t'es là. Et c'est en fonction de ta classe aussi quand t'es mage. Ce qui fait que on aurait pu imaginer un scénar d'intro d'1 ou 2 heures où tu introduis, par exemple, mon personnage, c'est une elfe dalassienne et elle est envoyée pour une certaine raison au conclave. On aurait très bien pu imaginer 1 heure et demie d'intro où je quitte mon village, je vis une petite aventure et je vais au conclave, quoi. En tant qu'elfe dalassienne, donc avec une origine particulière. Pour moi, des trucs comme des départs différentiels, ça montre vraiment qu'un jeu est une œuvre de passion, parce que c'est un investissement immense que la plupart des joueurs ne voient jamais finalement. Tout à fait, Kerv. Et c'est pour ça que je fais le pari, je sais pas, mais à partir du 2, il n'y a plus ça, parce que bah, le 2, ils ont été crunchés 1 an de développement en moins, donc ça a sauté s'ils avaient envie de le faire. Inquisition, c'est EA Games qui a peut-être dit, bah, vous focussez sur autre chose, mais trop de pognon pour une intro, quoi. Alors après, Inquisition a beaucoup de qualité, c'est vrai que c'est vraiment juste dommageable qu'il n'y ait pas... que cette origine-là, cette scénario-là, ne soit que écrite et pas jouée. La phrase d'Avrose, oui, j'ai fait... Alors, Avrose, évidemment, ouvre les guillemets, j'ai fait le 3, puis le 1, puis le 3, et enfin le 2, puis les DLC du 1, j'ai rien habité et le jeu est moche. Ouais, Avrose, avec une faute d'orthographe, évidemment, sinon c'est pas drôle. Avec une faute d'orthographe, et Dragon Origins, qui s'appelle Origins, il est vraiment bien bossé ce PowerPoint, je suis très fier de moi. Si je reviens à Dragon Age 2, donc Dragon Age 2 c'est quoi? C'est de la bagarre et encore un peu de bagarre. Vous voulez épargner Marchin? Non, bah faut le tuer, dommage. Et le doublage est globalement navrant. De sauver le monde dans le 1, sauver l'univers de l'enclin, on est à présent un héros, un héros qui doit sauver sa ville des troubles différents de la ville. Moi je trouve que c'est sur le papier une bonne idée d'être sur la réduction de menaces. En mode t'as sauvé le monde? Maintenant, sauve ta ville, quoi. Et subis un peu, sois un peu plus un péon par rapport au 1 et sauve ta ville. C'est pas mal sur le papier, mais on finit par tourner en rond dans les mêmes cartes recyclées pendant environ une trentaine d'heures sur des combats qui perdent complètement le sens technique et le sens du fun du 1. Ça devient une espèce d'hack and slash un peu gris et moche, quoi. On y joue tout juste pour les ajouts au lore. Bon, en vrai, ce qui accroche en perspective, c'est quand même de voir l'univers qui évolue, les quelques rappels et clins d'œil à vos choix du premier opus, des arcs secondaires, il faut le reconnaître, pas si mal écrits, et des punchlines qui touchent quand même souvent. C'est vrai que Dragon Age 2, vous allez être plus marqué par des intrigues secondaires, notamment l'intrigue du chapitre 2, qui est, enfin vraiment l'arc narratif de la chapitre 2, avec les Kunari est vraiment intéressant. C'est marrant, c'est la même chose entre Jojo partie 3 et partie 3. Ouais, la réduction de menaces, mais en vrai c'est un trope... c'est un trope aussi qu'on observe beaucoup dans les comics ou dans les arcs de super-héros. Ou dans les univers des comics, ils ont tellement sauvé le monde et la menace c'est tellement ça menace la réalité, le temps et tous les autres univers parallèles qu'en fait il faut shrink l'univers et revenir à un truc plus humain, identifiable, parce qu'au bout d'un moment voir des dieux qui tapent sur des dieux, tu perds un peu ton identification. La seule leçon que je vais positif, enfin on va essayer de tirer sur d'essayer d'être positif sur Dragon Age 2 parce que j'ai quand même joué. Il faut le faire une fois, c'est bien. C'est que malgré tous les choix du jeu, et c'est assez ironique, on n'a pas le choix. Il y a une fin A, une fin B, et en fait qui se ressemblent énormément. Et du coup, le jeu qui est assez cynique nous semble en prendre un pied de nez. Tu viens faire un jeu avec des choix, bah tout le monde a la même fin. Allez hop, voilà. C'est ça la fin de Dragon Age 2, c'est le même choix globalement pour tout le monde. Mais Dragon Age Inquisition, après les couloirs redondants du 2, Inquisition va vraiment vous offrir un sentiment de liberté toute puissante. Avec l'Inquisition, vous allez devoir enquêter sur les failles qui sont apparues partout dans le monde, et desquelles les démons déferlent sur Tela. Ces démons qui, je le rappelle, sont vraiment la menace principale.
C'est la plate principale sur Mass Effect 3. Alors oui, sur Mass Effect 3, c'est une plainte de dire qu'il n'y a pas assez de fins différentes. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi, dans le sens où on peut pas attendre déjà du fait d'avoir pouvoir importer sa save dans 3 mondes, d'avoir un univers où il y a tous nos choix et tout, de se dire « Ah, bah on est 6 millions de joueurs, on vous aurait voulu 6 millions de fins. » Alors que le fait est que dans Mass Effect 3, tu as 4 fins possibles, majeures, et que les destins des personnages sont en fonction de tes choix, si tu les en laisser en vie, sauver ou pas. Donc il y a quand même plusieurs fins possibles, et au bout d'un moment, il n'y a pas 20 000 fins. Dragon Age Inquisition, je veux pas m'en plaindre, mais c'est la même fin pour tout le monde, c'est plus les choix que tu as fait au fur et à mesure qui ont impacté le truc, quoi. Et une saga entière bâtie sur tes choix et fatalement fatalité. Ouais, Dragon Age Inquisition, c'est la même fin pour tout le monde. Et il faut aussi se dire, en termes de c'est un jeu vidéo, heureusement qu'il y a une fin canon, en fait. Il y a que Dragon Age Origins qui a plusieurs vraiment fins très très différentes, mais il y a vraiment une fin canon pour Dragon Age Inquisition pour pouvoir aller vers le 4. Mais au sein des arcs et des choix, vous allez drastiquement changer la face du monde. Donc je pense qu'ils vont garder les choix majeurs, mais l'accomplissement sera le même pour tout le monde. Dragon Age Inquisition, pour y revenir, c'est une durée de vie assez hérissante quand même si vous avez le sens de la complétion. Les compagnons, ils sont hyper hauts en couleur, ils sont hyper intéressants à dialoguer avec, etc., à s'intéresser à eux. Chaque zone, moi je trouve que chaque zone est vraiment empreinte d'une identité visuelle assez marquée. On a une histoire principale qui est efficace, marquante. Inquisition, c'est clairement une réussite qui est pas toujours aussi subtile qu'Origins en termes de narration et d'écriture, mais qui est clairement dans le haut du panier de vidéoludique, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment, si vous avez une soif d'épique, de drame et de sensations et de progression, et surtout de loot, ça sera rassasié, je m'y engage. C'est compliqué d'avoir, je pense, des choix avec des conséquences aussi différentes pour un jeu qui n'est pas purement narratif à la Telltale. Tout à fait, et surtout qu'elle n'est pas oubliée qu'il y a une optique d'être dans une saga, de faire une suite, où les gens pourront apporter leur sauvegarde, en fait. En conclusion, voilà, donc le but de cette conférence c'était de vous donner envie de jouer, pas de remplacer votre expérience de jeu évidemment. Quand vous aurez lancé, expérimenté, terminé votre première run, parce qu'il y en aura forcément d'autres, parlons-en, vous en aurez envie. Dragon Age, c'est la saga dont vous êtes le héros ou l'héroïne, pour reprendre les titres de livres de notre enfance. Voilà, si vous avez des questions, je les prends. Si vous avez des remarques, des suggestions, je les prends aussi. Voilà, j'ai pris un peu de temps à travailler ça, je suis assez content du résultat. J'espère que le but c'est vraiment... Le but c'était vraiment voilà, de partager ce que moi j'aime dans le jeu et pourquoi j'y joue et pourquoi j'ai plutôt envie que vous y jouiez. Si vous avez du temps à mettre dans un jeu vidéo, achetez-le. Magnifique conclusion, merci Marcel. Merci. Avros qui dit j'ai envie d'y jouer, il est moche. Je te laisse te référer à la partie où moi je dis que pour un RPG, je pense que les graphismes, on s'en bat les couilles, littéralement. Voilà. Bien, bah s'il n'y a pas de questions et si vous êtes content, je vais vous laisser là. Je sais pas si Roussad a réparé son internet, donc je sais pas s'il y a un stream après. J'ai toujours eu peur de me lancer vu l'échelle. Ouais, tu peux y aller, franchement, ça vaut le coup. Enfin ouais, c'est clairement un jeu qui va te bouffer du temps, mais c'est du temps qui vaut le coup, quoi. Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse. Je souhaite une... T'es en plein écran dans notre salon, je disais c'était intéressant pour moi qui aime déjà le jeu. Bah c'est gentil, LT, merci. En plein écran dans le salon. Allez, je suis à mort dans ma chemise. Je suis en train de me déboutonner alors que je suis encore en stream. C'est terrible ça. Il y a d'autres jeux du même genre qui arrivent. Qui arrivent où? Ah, qui vont sortir? Si tu parles de sortie de jeux vidéo, bah il y a Dragon Age 4, mais moi c'est quand même mieux d'avoir fait les 3, au moins vu, au moins regarder le let's play des 3 pour comprendre ce qu'on fait dans le 4. Comprendre l'univers. Et en jeu, bah Mass Effect est plus joli, donc peut-être que toi, si vraiment les graphismes ça te rebute, Mass Effect c'est un peu dans le même style, pas en termes de choix et tout. Un auquel j'avais pensé... Pathfinder, mais c'est pas vraiment dans le même style de gameplay, quoi. Là, ça va être un peu plus tactique, un peu plus énervé. Skyrim, hein. Skyrim, bon après, moi je suis pas fan de la narration de Skyrim, je trouve que c'est quand même très bac à sable. Très bac à sable. Qu'est-ce que tu penses de Dragon's Dogma? J'ai jamais réussi à... Là pour le coup, le gameplay me rebute trop, et j'adhère pas assez à l'histoire, je la trouve trop bourrine d'entrée de jeu. Donc j'ai pas accroché à Dragon's Dogma, je l'ai, hein, mais je l'ai jamais vraiment poussé. Et c'est pas une question de JRPG ou quoi, hein, j'adore les JRPG, mais... Fable, non. Ah, Fable, c'est incroyable. Mais, ah oui, Fable, il y a du choix pour le coup. Ouais, Fable.
Fable Anniversary si tu veux l'édition. Le 2 j'y ai pas joué parce qu'il était que sur Xbox. Fable 3 est moyen mais il est sympa. Fable c'est très cool pour le coup. C'est plus détente et tout, ça va être moins profond au niveau de l'histoire et tout. Mais c'est hyper pop, c'est hyper coloré, c'est vraiment cool. Bah Fable c'est le jeu que je vais streamer à la base d'ailleurs. Mais ça buguait trop à l'époque, donc il faudrait que je retente après Dragon Age Inquisition si je peux faire Fable 1. Et alors Fable 3, j'ai l'impression que ça marche plus parce qu'il n'y a plus de serveur. Assez bizarrement. Donc je pense que Fable 3 ça marche plus sur PC. Voilà. Est-ce que j'annonce un stream derrière? Il y a des gens qui prennent le stream ou pas? Ou tout le monde va se coucher là, à 19h49. Apparemment ils sont déjà partis se coucher ces connards. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser. Bonne soirée. Est-ce que j'ai une slide après ça? Non, c'était vraiment la fin. Bon, ça n'a plus internet. Bah ouais, je sais bien. Moi, je vais me faire une soupe de concombre. Hein, parce que c'est bon le concombre, par cette chaleur. Ou alors je vais les jouer à HTS avec des connards. Ce sera l'un des deux. Allez, bonne soirée tout le monde. Bah, merci à vous d'avoir été là, c'était sympa de vous avoir. Hop. Je vais stream les Sims. Eh bah, Carmicha va stream les Sims. Et on a hâte. Je te passe la main, Carmi. On n'a pas du tout le monde s'en branle, les Sims. Quel enfer. Quel enfer, les Sims, quoi. Les Sims, bordel de merde. C'est même pas dans le planning. Putain.